Elle a publié « Enfin, je passe au niveau supérieur avec la Ferrari de mon nouvel homme ». J'ai publié « Enfin libre de dette avec le titre de propriété de ma maison payée ». Sa montée en gamme consistait à tout louer et à vivre chez sa mère. J'étais un associé passif dans une start-up technologique qui venait d'entrer en bourse. Elle l'a découvert lorsque Forbes m'a consacré un article. La Ferrari a été saisie. Maintenant, elle me supplie de la reprendre. Je suis Nicolas, 32 ans, de sexe masculin, et jusqu'à récemment, je pensais avoir une relation assez solide avec ma petite amie de 3 ans, Valérie, 28 ans, de sexe féminin. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage dans le centre-ville de Lyon. Elle travaillait dans le marketing des médias sociaux pour une petite agence, et je faisais du développement de logiciels pour une entreprise de taille moyenne. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais un travail stable qui payait les factures. Valérie était magnifique. Aucun doute là-dessus. Le genre de femme qui savait exactement comment capter l'attention d'une pièce, toujours parfaitement apprêtée, et qui avait cette confiance contagieuse qui attirait les gens. Elle avait des goûts de luxe, sac à main de créateur, routine de soins de la peau haut de gamme, la totale, mais elle avait aussi les revenus pour les assumer, gagnant environ 60 000 € par an, plus les primes de ses campagnes sur les réseaux sociaux. Notre relation a commencé fort. Elle appréciait le fait que je sois stable et que mes finances soient en ordre, tandis que j'étais attiré par son ambition et ses compétences sociales. Nous nous complétions bien. Je m'occupais des aspects pratiques, elle s'occupait de la vie sociale. Nous partagions les dépenses équitablement, partions en belles vacances et parlions d'emménager ensemble. Mais il y a beaucoup plus dans mon histoire que Valérie n'a jamais vraiment compris. En grandissant, ma famille appartenait solidement à la classe moyenne. Mon père, David Durand, travaillait comme chef de projet pour une entreprise de construction, et ma mère était enseignante à l'école primaire. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres dans la banlieue de Saint-Étienne, et l'argent n'était jamais vraiment un souci jusqu'en 2008. J'étais en 2e année d'université lorsque tout s'est effondré. L'entreprise de construction de papa a fermé presque du jour au lendemain lorsque le marché immobilier s'est effondré. Il avait investi massivement dans les actions de l'entreprise et avait la majeure partie de sa retraite liée à des investissements immobiliers qui sont devenus sans valeur pratiquement du jour au lendemain. En 6 mois, nous avons perdu la maison. Les économies de retraite de papa avaient disparu et mon fonds universitaire s'était évaporé. Je me souviens du soir où papa nous a assis, ma jeune sœur et moi, à notre minuscule table de cuisine dans l'appartement exigu où nous avions déménagé après la saisie immobilière. Il avait 52 ans, et il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. « Nicolas » a-t-il dit, la voix tremblante. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je pensais être intelligent avec l'argent. Je pensais que la diversification signifiait avoir plusieurs investissements immobiliers et des actions de l'entreprise. J'avais tort. J'ai mis tous nos œufs dans des paniers qui semblaient différents mais qui étaient en fait connectés au même marché. Cette conversation a changé ma vie. J'ai regardé mon père, qui avait toujours été mon héros, lutter pour trouver du travail dans la cinquantaine. J'ai vu ma mère prendre un 2e emploi pour donner des cours particuliers aux enfants après l'école. J'ai vu ma sœur stressée à l'idée de savoir si elle pourrait un jour s'offrir l'université. J'ai terminé mon diplôme en informatique en cumulant 3 emplois à temps partiel et en contractant un minimum de prêts étudiants. Mais plus important encore, j'ai passé chaque moment libre à apprendre l'investissement, la planification financière et la création de richesses. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver, suivi religieusement les blogs financiers et commencé à comprendre la différence entre avoir l'air riche et réellement construire une richesse. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme en 2013, j'avais une philosophie claire, vivre en dessous de ses moyens, investir agressivement dans des actifs diversifiés et ne jamais confondre revenus et richesse. J'ai aussi appris à garder mes stratégies financières pour moi. Trop de gens confondent parler d'argent avec le fait d'avoir réellement de l'argent. Lorsque j'ai commencé à sortir avec Valérie 3 ans plus tard, j'étais déjà bien engagé sur la voie de l'indépendance financière. Je maximisais mon plan épargne-retraite, j'avais 6 mois de dépenses dans un fonds d'urgence et j'investissais régulièrement 40% de mes revenus dans des fonds indiciels et des actions individuelles soigneusement sélectionnées. Mais je ressemblais à n'importe quel autre ingénieur logiciel, conduisant une voiture d'occasion fiable, vivant dans un appartement décent et dépensant de l'argent pour des expériences plutôt que pour des symboles de statut social. La première année avec Valérie a été véritablement géniale. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage technologique en mars 2019,
où elle faisait la promotion des services de médias sociaux de son entreprise auprès des startups. J'y étais surtout pour la nourriture gratuite et pour soutenir mon ami Julien, qui lançait tout juste son entreprise de technologie financière. Valérie m'a abordé pendant la partie cocktail, probablement parce que je me tenais seul près de la table des amuse-gueules. Pas vraiment un adepte du réseautage, a-t-elle demandé, désignant la foule de personnes échangeant des cartes de visite avec enthousiasme. Pas vraiment, ai-je admis. Je suis là pour soutenir un ami, mais je suis plus à l'aise pour écrire du code que pour parler à des inconnus. Quel genre de code? J'ai expliqué mon travail dans le développement back-end, m'attendant à ce qu'elle s'excuse poliment et passe à quelqu'un de plus intéressant. Au lieu de cela, elle a posé des questions intelligentes sur les défis techniques sur lesquels je travaillais. Elle a admis qu'elle ne comprenait pas les aspects de la programmation, mais qu'elle était véritablement curieuse de savoir comment fonctionnaient les entreprises de logiciels. Je travaille avec beaucoup de startups, a-t-elle dit. La plupart des fondateurs sont des techniciens comme vous qui ont besoin d'aide pour le marketing et les médias sociaux. C'est fascinant de voir à quel point nos mondes sont différents, mais à quel point nous avons besoin les uns des autres. Nous avons parlé pendant 2 heures. Lorsque l'événement s'est terminé, je lui ai demandé son numéro, m'attendant à moitié à ce qu'elle refuse poliment. Au lieu de cela, elle m'a tendu sa carte et a dit « J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation autour d'un dîner un de ces jours. » Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant italien de milieu de gamme. Rien de sophistiqué, mais de la bonne nourriture et une atmosphère détendue. Valérie est arrivée en jean et avec un haut décontracté, toujours élégante, mais pas trop habillée. Nous avons parlé de tout, nos familles, nos objectifs de carrière, nos passe-temps. Elle m'a parlé de son enfance à Marseille avec des parents qui étaient tous deux enseignants et de la façon dont elle s'était lancée dans le marketing parce qu'elle aimait la psychologie consistant à comprendre ce qui motive les gens. Je n'essaie de manipuler personne, a-t-elle précisé lorsque j'ai haussé un sourcil. Mais je trouve fascinant de voir comment le même produit peut plaire à des personnes complètement différentes pour des raisons complètement différentes. Un bon marketing consiste à connecter les gens avec des choses qui améliorent réellement leur vie. J'ai apprécié cette philosophie. Elle ne parlait pas de tromper les gens pour qu'ils achètent des choses dont ils n'avaient pas besoin. Elle parlait de communication et de connexion. Les premiers mois ont été merveilleux. Valérie était ambitieuse, mais pas matérialiste. Elle conduisait une Volkswagen Golf raisonnable qu'elle avait achetée d'occasion certifiée. Elle vivait dans un bel appartement d'une chambre qui était propre et confortable sans être extravagant. Lorsque nous sortions dîner, elle insistait pour partager l'addition jusqu'à ce que nous sortions ensemble depuis environ 2 mois et que nous prenions l'habitude de payer à tour de rôle. Elle soutenait aussi sincèrement mes objectifs financiers. Lorsque j'ai expliqué que j'épargnais de manière agressive pour une retraite anticipée, elle a pensé que c'était intelligent. La plupart des gens de notre âge vivent d'un chèque de paie à l'autre, a-t-elle dit. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui a réellement un plan. Je lui ai même parlé de certaines de mes stratégies d'investissement, bien que j'ai gardé les chiffres précis pour moi. Elle n'était pas particulièrement intéressée par les détails. Tu gères les trucs financiers ennuyeux, je m'occuperai de faire en sorte que nous ayons une vie sociale, mais elle soutenait mon approche. L'opportunité qui allait tout changer est venue par l'intermédiaire de mon colocataire d'université, Julien Moreau. Nous étions restés en contact après l'obtention du diplôme, et je l'avais vu gravir les échelons dans une grande société de services financiers avant de décider de se lancer à son compte en 2018. L'idée de Julien était d'une simplicité élégante. Les petites et moyennes entreprises avaient besoin des mêmes outils sophistiqués d'investissement et de planification de retraite que ceux disponibles pour les grandes entreprises. Mais les solutions existantes étaient soit trop chères, soit trop complexes à mettre en œuvre pour les petites entreprises. Son logiciel automatiserait la gestion de portefeuilles d'investissement pour les plans de retraite des petites entreprises, rééquilibrant les allocations en fonction de l'âge et de la tolérance au risque des employés. Et fournissant des rapports faciles à comprendre tant pour les employés que pour les propriétaires d'entreprises. Ce n'était pas sexy ou révolutionnaire, juste une solution solide à un vrai problème auquel des milliers d'entreprises étaient confrontées. Lorsque Julien m'a présenté l'idée pour la première fois autour de bière début 2019, j'ai été immédiatement intéressé. J'avais vu de mes propres yeux comment les options de retraite limitées de l'entreprise de mon père avaient contribué à son désastre financier. La plupart des petites entreprises n'offraient aucun avantage de retraite ou proposaient des plans avec des frais élevés et des options d'investissement limitées. Le truc, a expliqué Julien, c'est que la plupart des propriétaires de petites entreprises ne comprennent pas mieux l'investissement que leurs employés. Ils veulent offrir de bons avantages,
mais ils n'ont ni le temps ni l'expertise pour gérer des plans de retraite complexes. Notre logiciel rend cela simple. Les propriétaires d'entreprises peuvent le configurer une fois, et il fonctionne tout seul. Il avait déjà construit un prototype de base et avait suscité l'intérêt de plusieurs clients potentiels, mais il avait besoin de 185 000 € de financement initial pour embaucher des développeurs, couvrir les frais juridiques pour la conformité réglementaire et soutenir les opérations pendant la première année tout en construisant la base de clients. Julien offrait des participations au capital aux premiers investisseurs. Pour 45 000 €, je pouvais obtenir une participation de 12% dans l'entreprise. C'était une partie importante de mes économies, fondamentalement tout ce que j'avais accumulé au-delà de mon fonds d'urgence. Mais je croyais en Julien et au produit. J'ai passé 3 semaines à faire des vérifications préalables. J'ai étudié la taille du marché, analysé la concurrence et même parlé avec plusieurs propriétaires de petites entreprises de leurs défis actuels en matière de plan de retraite. Tout indiquait que la solution de Julien répondait à un besoin réel sur un marché mal desservi. La partie la plus difficile a été la décision d'investir une si grande partie de mes économies dans un seul actif. Cela allait à l'encontre de tout ce que j'avais appris sur la diversification, mais après une analyse minutieuse, j'ai conclu que le rendement potentiel justifiait le risque, surtout compte tenu de ma confiance dans les capacités de Julien et de la demande évidente du marché. J'ai fait un chèque de 45 000 € à Julien en avril 2019, un mois après avoir commencé à sortir avec Valérie. Quand je lui ai parlé de l'investissement, je suis resté délibérément vague. Je mets un peu d'argent dans la start-up de Julien, ai-je dit. C'est un truc de logiciel d'entreprise. Ça pourrait marcher, ou pas. Combien, a-t-elle demandé. Assez pour que ça fasse mal si ça échoue, mais pas assez pour me ruiner financièrement. Elle a hoché la tête et a changé de sujet. À l'époque, j'appréciais qu'elle ne fouine pas dans mes finances. Plus tard, je réaliserai qu'elle ne posait pas de questions parce qu'elle n'était pas vraiment intéressée par mes décisions financières ennuyeuses. Pendant les 18 premiers mois de notre relation, Valérie est restée la même femme pratique et ambitieuse dont j'étais tombé amoureux. Nous avons emménagé ensemble en juillet 2020, partageant le loyer d'un bel appartement de 2 chambres. Notre relation avait un rythme confortable. Nous travaillions tous les deux dur pendant la semaine, passions les week-ends ensemble à explorer Lyon et faisions des voyages occasionnels pour rendre visite à la famille ou explorer de nouvelles villes. Les changements ont commencé progressivement fin 2020 et sont devenus plus prononcés tout au long de 2021. Cela a commencé par de petits commentaires sur le fait de passer au niveau supérieur et d'investir en soi-même. Valérie a commencé à suivre différents comptes Instagram, des influenceurs lifestyle, des blogueurs de mode et des femmes qui publiaient du contenu sur les hommes de grande valeur et le fait de connaître sa propre valeur. Au début, je trouvais ça amusant. Écoute ça, disait-elle en me lisant des citations sur son téléphone. Ton salaire est la fondation, mais ton réseau est ta valeur nette. N'est-ce pas intelligent? Bien sûr, répondais-je, ne comprenant pas vraiment pourquoi elle trouvait ces platitudes si convaincantes. Mais peu à peu, le contenu qu'elle consommait a commencé à affecter sa perspective. Elle a commencé à faire des commentaires sur mon potentiel et à demander pourquoi je ne cherchais pas des postes de direction ou ne lançais pas ma propre société de conseil. Tu es si intelligent, Nicolas, disait-elle. Tu pourrais gagner 2 fois plus si tu étais plus ambitieux concernant les promotions. J'aime ce que je fais, lui disais-je. L'argent est bon, le travail est intéressant et j'ai un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais tu ne veux pas plus? Tu ne veux pas construire quelque chose? L'ironie était parfaite. Je construisais quelque chose. Je construisais de la richesse grâce à des investissements intelligents et une épargne disciplinée, mais parce que je ne diffusais pas mes progrès financiers et ne courais pas après les symboles de statut social, cela ressemblait à de la complaisance pour elle. Pendant ce temps, l'entreprise de Julien se développait régulièrement. Il avait décroché son premier gros client en septembre 2019, et à la mi-2020, il avait 15 entreprises utilisant son logiciel. Les revenus augmentaient mois après mois, et il avait embauché 3 développeurs supplémentaires et un vendeur. Julien me tenait au courant des progrès de l'entreprise via des rapports trimestriels, mais je ne partageais pas ces détails avec Valérie. Pour autant qu'elle le sache, mon investissement dormait là, ne générant aucun rendement visible. Les changements chez Valérie sont devenus plus prononcés après sa promotion début 2021. Son nouveau rôle s'accompagnait d'une augmentation de salaire à 70 000 € et la mettait en contact avec des cadres de niveau supérieur et des propriétaires d'entreprises.
Soudain, elle assistait à des événements de réseautage avec des entrepreneurs prospères et des professionnels établis qui conduisaient des voitures de luxe et portaient des montres coûteuses. J'ai rencontré des gens très intéressants au cocktail de la chambre de commerce, me disait-elle après ces événements. Il y avait cette femme qui possède 3 studios de fitness boutique et un type qui vient de vendre son agence de marketing pour un montant à 7 chiffres. Elle a commencé à prêter plus d'attention à ce que les gens conduisaient, aux marques qu'ils portaient et à l'endroit où ils vivaient. Nos conversations incluaient de plus en plus de références aux marqueurs de réussite des autres. « Tu as vu que Bastien a acheté une nouvelle Audi », mentionnait-elle à propos de l'un de ses collègues. Il a dit que les affaires reprennent vraiment. Tant mieux pour Bastien, répondais-je, ne me souciant sincèrement pas du type de voiture que conduisait son collègue. Mais je pouvais voir que ces interactions changeaient sa perspective sur ce à quoi ressemblait le succès. Au lieu d'apprécier la stabilité financière et la croissance que nous construisions ensemble, elle a commencé à voir notre mode de vie comme insuffisant par rapport à la richesse plus visible autour d'elle. Le point de rupture est survenu lors de la fête annuelle de fin d'année de son entreprise en décembre 2021. Valérie était excitée par cet événement depuis des semaines. Son entreprise avait considérablement grandi cette année-là, et la fête avait lieu à l'Intercontinental Lyon, un lieu beaucoup plus chic que les années précédentes. Elle a passé un temps et un argent considérable à se préparer, nouvelle robe, coiffure et maquillage professionnel, nouveaux bijoux. Le coût total approchait probablement les 500 €, ce qui me semblait excessif, mais je n'ai rien dit. Elle était fière de sa réussite professionnelle et voulait avoir le look qui allait avec. La fête elle-même était impressionnante. Bar ouvert, dîner assis, musique live. L'entreprise de Valérie avait clairement eu une bonne année. Je connaissais quelques-uns de ses collègues d'événements précédents, et tout le monde était amical et accueillant. Le problème a commencé quand Valérie m'a présenté à son nouveau patron, Cédric Weber. Cédric était exactement le genre d'homme que Valérie s'était inconsciemment entraîné à remarquer, habillé de manière coûteuse, confiant jusqu'à l'arrogance et clairement désireux d'afficher sa richesse. Dans les 5 minutes suivant notre rencontre, je connaissais l'existence de sa Maserati, de son appartement sur la presqu'île, de sa résidence secondaire au lac d'Annecy et de son récent voyage de ski à Courchevel. Nicolas travaille dans le développement de logiciels, a dit Valérie lorsque Cédric a posé des questions sur ma carrière. Son ton était excusé, comme si elle cherchait des excuses pour mon travail ordinaire. Ah, un singe du code, a dit Cédric avec un petit rire méprisant. C'est cool. Très stable. De bons avantages sociaux, j'en suis sûr. Le mépris dans sa voix était indubitable. Dans son monde, les gens qui travaillaient pour un salaire au lieu de bâtir des empires n'étaient que des ouvrières. J'ai laissé passer. Son opinion sur ma carrière m'importait peu. Mais j'ai regardé Valérie absorber son attitude. Elle ne m'a pas défendu ni corrigé sa caractérisation méprisante. Au lieu de cela, elle a hoché la tête et a rapidement changé de sujet pour parler des récents succès commerciaux de Cédric. Pour le reste de la soirée, j'ai regardé Cédric tenir sa cour à sa table, régalant tous ceux qui voulaient bien l'écouter avec des histoires sur son style de vie et ses réalisations. Il était le centre de l'attention, et je pouvais voir que Valérie était impressionnée par son assurance et son succès apparent. Sur le chemin du retour, elle était inhabituellement silencieuse. Cédric avait l'air d'avoir réussi, ai-je finalement dit, essayant d'entamer une conversation. Très réussi, a-t-elle convenu. Il a créé sa propre entreprise quand il avait 25 ans. Millionnaire autodidacte. Tant mieux pour lui. Il conduit une Maserati, a-t-elle ajouté, comme si je n'avais pas remarqué la voiture prenant 2 places de parking dans la zone du Valais. J'ai vu ça. Puis vint la question qui a tout révélé. Tu ne veux jamais plus, Nicolas? Jean, tu ne veux pas construire quelque chose de plus grand qu'un simple chèque de paie régulier? J'ai presque ri de l'ironie. J'étais littéralement en train de construire quelque chose de plus grand. Je ne m'en vantais simplement pas lors des fêtes de fin d'année. Mon investissement dans l'entreprise de Julien croissait régulièrement. Mes comptes de retraite étaient en bonne voie pour me rendre financièrement indépendant à 40 ans. Et je possédais des actifs que Cédric ne pouvait probablement pas se permettre, même avec les paiements de location de sa Maserati. Mais je n'étais pas sur le point d'expliquer toute ma stratégie financière à quelqu'un qui développait clairement des sentiments pour un autre homme. Je suis heureux de ma situation, ai-je simplement dit. Elle a regardé par la fenêtre pendant le reste du trajet, et j'ai su que notre relation était en danger. Au cours des 2 mois suivants, le comportement de Valérie est devenu de plus en plus suspect.
Elle a commencé à travailler tard plus fréquemment, toujours avec des explications vagues sur des projets importants et des dîners clients. Son activité sur les réseaux sociaux s'est intensifiée de façon spectaculaire. Elle publiait des photos de ses tenues presque quotidiennement, partageant des citations de motivation sur le fait de connaître sa valeur, et postant des photos de restaurants coûteux où je ne l'avais certainement pas emmené. Le changement le plus révélateur était dans son attitude envers notre relation. Elle est devenue critique sur des choses qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant. Ma voiture était vieille, elle avait 3 ans et était entièrement payée. Mes vêtements étaient trop décontractés pour quelqu'un dans ma position. Notre appartement était bien, mais pas assez impressionnant pour recevoir. Nous devrions penser à passer à la gamme supérieure, disait-elle en parcourant les listes d'appartements de luxe sur son téléphone. Peut-être quelque chose en centre-ville avec de meilleurs équipements. Notre loyer est raisonnable et l'emplacement est pratique, répondais-je. Pourquoi voudrions-nous payer 2 fois plus pour une adresse plus chic? Parce que parfois les apparences comptent, Nicolas. Les gens te jugent en fonction de l'endroit où tu vis et de ce que tu conduis. Quels gens? Des clients potentiels, des contacts de réseautage, des relations professionnelles. L'image est importante dans les affaires. Mais nous ne dirigions pas une entreprise qui nécessitait de divertir des clients. Elle était une employée du marketing, et j'étais un développeur de logiciels. L'idée que nous devions projeter de la richesse pour faire avancer nos carrières était absurde. J'ai commencé à prêter plus d'attention à son emploi du temps et à son comportement. Elle avait pris l'habitude d'emmener son téléphone partout, y compris aux toilettes. Elle recevait des textos qui la faisaient sourire d'une manière qui semblait différente de son expression habituelle lorsqu'elle parlait à des amis ou à la famille. La première preuve concrète est arrivée un samedi de février. Je travaillais dans mon bureau à domicile lorsque son téléphone, qu'elle avait laissé sur le comptoir de la cuisine, n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Elle était sous la douche, et normalement je n'aurais pas regardé, mais les aperçus des messages étaient visibles sur l'écran verrouillé. Cédric, hâte d'être à ce soir. Porte cette robe rouge. Cédric, j'ai déjà fait les réservations. Tu vas adorer cet endroit. Cédric, il ne se doutera de rien tant que tu es rentré avant minuit. J'ai pris des captures d'écran avec mon propre téléphone et j'ai remis le sien exactement là où je l'avais trouvé. Quand elle est sortie de la douche, j'ai agi tout à fait normalement. Je pense aller dîner avec des gars du travail ce soir, ai-je dit avec désinvolture. Tu as des projets? Oh, je vais probablement rester à la maison, a-t-elle répondu en évitant le contact visuel. Peut-être rattraper un peu de travail. Cool. Je rentrerai probablement tard, alors ne m'attends pas. Elle a semblé soulagée. Parfait. Je veux dire, c'est bien. Amuse-toi bien avec les gars. J'ai quitté la maison vers 19h et j'ai conduit jusqu'à un café à 2 pâtés de maison. À 19h45, j'ai regardé la voiture de Valérie sortir de notre allée. Elle portait la robe rouge que Cédric avait demandée. Je ne l'ai pas suivie. Je n'avais pas besoin de les voir ensemble pour confirmer ce que je savais déjà. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à planifier. Découvrir l'infidélité de votre partenaire vous donne 2 options de base, confronter immédiatement avec tout le chaos émotionnel que cela implique, ou prendre le temps de planifier une réponse stratégique. J'ai choisi la stratégie. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai soigneusement tout documenté. J'ai enregistré des captures d'écran de ses mensonges sur le travail tardif, pris des photos du compteur kilométrique de sa voiture pour suivre les kilomètres inexpliqués et noter chaque fois qu'elle rentrait à la maison en sentant une eau de Cologne coûteuse qui n'était pas la mienne. Plus important encore, j'ai commencé à me préparer à l'indépendance. J'ai ouvert un nouveau compte chèque dans une banque différente et j'ai commencé à y rediriger mes chèques de paie. J'ai recherché des appartements et des garde-meubles. J'ai même consulté un avocat sur les implications juridiques de la rupture de notre bail commun. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu ma routine normale. Si quelque chose, j'étais extra attentionné, lui apportant du café le matin, lui demandant comment s'était passée sa journée, étant le petit ami parfait. La culpabilité la rongeait, ce qui rendait ma performance encore plus convaincante. Pendant cette période, Julien appelait avec des mises à jour régulières sur les progrès de l'entreprise. Les revenus augmentaient plus vite que prévu. Ils avaient signé plusieurs nouveaux clients majeurs, et les analystes de l'industrie commençaient à remarquer leur approche innovante de la planification de la retraite pour les petites entreprises. Nous pourrions avoir des développements intéressants à venir,
m'a dit Julien lors d'un appel. Je ne peux pas en dire beaucoup pour l'instant, mais il y a eu un intérêt d'acquisition de la part de plus grandes entreprises. J'étais intrigué mais j'essayais de ne pas trop m'exciter. Les acquisitions de start-up échouaient tout le temps, et j'avais appris à ne pas compter l'argent avant qu'il ne soit réellement à la banque. Pendant ce temps, la liaison de Valérie devenait plus évidente. Elle avait commencé à mentionner Cédric plus fréquemment dans les conversations courantes, louant son sens des affaires et son style de leadership. Elle me posait des questions sur l'entrepreneuriat et la croissance des entreprises, des sujets pour lesquels elle n'avait jamais montré d'intérêt avant de le rencontrer. Cédric me racontait comment il a construit son entreprise à partir de rien, disait-elle au dîner. C'est vraiment inspirant de voir comment certaines personnes sont prêtes à prendre de gros risques pour créer quelque chose de significatif. L'implication était claire, contrairement à moi, qui me contentais de mon travail sûr et ennuyeux. Je la laissais parler, hochant la tête tout en calculant mentalement combien de temps encore je devais maintenir cette mascarade. J'attendais deux choses, la confirmation finale des pourparlers d'acquisition mentionnés par Julien, et une occasion nette de sortir de la relation sans drame. L'appel qui a tout changé est arrivé un mardi matin début mars. Je travaillais à domicile et Valérie était déjà partie au bureau. Mon téléphone a sonné et le nom de Julien est apparu sur l'écran. « Nicolas, tu es assis ?» Sa voix contenait à peine son excitation. « Quoi de neuf ? Techflow Corporation veut nous acquérir. Acquisition complète, transaction en espèces de 80 millions d'euros. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. Techflow était un acteur majeur dans l'espace de la technologie financière. Exactement le genre d'entreprise qui pouvait prendre le logiciel de Julien et le déployer à l'échelle mondiale. Une acquisition par Techflow validerait tout ce que Julien avait construit et fournirait les ressources pour s'étendre sur de nouveaux marchés. Quand est-ce arrivé, ai-je demandé, traitant encore la nouvelle. Il nous tourne autour depuis environ 6 semaines, mais nous venons d'avoir l'offre officielle hier. Nicolas, c'est réel. Ils veulent notre technologie, notre équipe et notre base de clients. La vérification préalable est déjà en cours. Puis vint le chiffre qui a changé ma vie. Ta participation de 12%, cela vaut un peu plus de 9,5 millions d'euros avant impôt. 9,5 millions d'euros. À partir d'un investissement de 45 000 euros que j'avais fait moins de 3 ans auparavant. J'étais assis dans mon salon, écoutant ma petite amie bouger à l'étage en se préparant pour une autre journée de mensonges, tandis que Julien m'expliquait que j'étais sur le point de devenir financièrement indépendant pour la vie. Quand est-ce que ça se conclut, ai-je réussi à demander. La paperasse est en train d'être finalisée maintenant. Cela devrait être terminé dans les 60 jours. Nicolas, tu es paré, mec. Tu peux prendre ta retraite demain si tu le veux. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon fauteuil pendant probablement 20 minutes, juste à assimiler ce que cela signifiait. Indépendance financière à 32 ans. La capacité de poursuivre n'importe quel cheminement de carrière ou projet que je voulais sans me soucier du revenu. Une liberté totale par rapport au stress qui avait détruit ma famille en 2008. Et ma petite amie, qui me trompait parce que je n'avais pas assez de succès, n'avait aucune idée que j'étais sur le point de devenir plus riche que Cédric ne pourrait jamais rêver de l'être. J'ai décidé d'accélérer mon calendrier de sortie. Le lendemain matin, j'ai dit à Valérie que je prévoyais un week-end entre gars à Barcelone pour mon anniversaire le mois prochain. Juste moi et quelques amis de l'université, ai-je dit. J'ai pensé que tu voudrais peut-être planifier quelque chose avec tes copines aussi. Ça a l'air parfait, a-t-elle dit immédiatement. Trop immédiatement. Je savais exactement ce qu'elle pensait, tout un week-end à passer avec Cédric sans avoir à se faufiler ou à inventer des excuses. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai tranquillement finalisé tous mes préparatifs. J'ai trouvé un appartement parfait dans le nord de Lyon, signé le bail et pris des dispositions pour faire déménager mes affaires. J'ai ouvert des comptes bancaires supplémentaires et commencé à transférer des fonds pour me préparer au paiement de l'acquisition. J'ai également fait un achat qui m'a procuré une satisfaction particulière, une BMW M3 Compétition 2022 que j'ai achetée avec l'argent de mes économies habituelles. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de m'offrir quelque chose que je voulais depuis des années et que je pouvais enfin me permettre sans impacter mes objectifs financiers. J'ai garé la BMW dans le garage de mon immeuble de bureau où Valérie ne la verrait pas. Pour autant qu'elle le sache, je conduisais toujours ma vieille voiture et vivais le même style de vie modeste que j'avais toujours maintenu. 2 semaines avant mon prétendu week-end entre gars,
Julien a appelé avec une mise à jour. L'acquisition avançait plus vite que prévu. Techflow voulait conclure avant la fin du mois de mars pour inclure l'achat dans les résultats financiers de leur premier trimestre. Nous envisageons de conclure le 24 mars, a déclaré Julien. Peux-tu être disponible pour signer la paperasse cette semaine-là? Le 24 mars était un vendredi. Timing parfait. Le 20 mars, j'ai pris un jour de congé personnel et finalisé l'achat le plus satisfaisant de ma vie, une maison. Pas n'importe quelle maison, une superbe propriété de 4 chambres dans les Monts d'Or avec une vue panoramique sur Lyon. La maison était sur le marché depuis 4 mois, et lorsque le prix a chuté à 1,1 million d'euros, j'ai fait une offre en espèces que les vendeurs ont acceptée immédiatement. Pas de demande d'hypothèque, pas d'approbation de prêt, pas de dette, juste un achat au comptant d'une maison de 1,1 million d'euros dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Lyon. Le vendredi matin 24 mars, j'ai signé les documents d'acquisition au bureau de l'avocat de Julien. Après impôts et frais juridiques, j'ai reçu un virement bancaire de 6,5 millions d'euros. Combiné à mes économies et investissements existants, je valais un peu plus de 7,5 millions d'euros. Cet après-midi-là, j'ai signé les documents de clôture de ma maison. Le samedi matin, pendant que Valérie se préparait pour ce qu'elle pensait être son week-end romantique avec Cédric, j'ai chargé mes affaires dans une camionnette de location et j'ai quitté notre appartement. J'ai laissé une simple note sur le comptoir de la cuisine. Valérie, je suis au courant pour Cédric. C'est fini entre nous. Ton nom n'est pas sur le bail, tu as donc 30 jours pour trouver un nouvel endroit. Ne me contacte pas. Puis j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison et j'ai commencé ma nouvelle vie. Le timing de ma publication sur les réseaux sociaux a été calculé pour un impact maximal. J'ai attendu le samedi après-midi, moment où je savais que Valérie serait avec Cédric, se préparant probablement pour une autre soirée de faux luxe digne d'Instagram. À 14h47, j'ai publié une photo sur Instagram, le titre de propriété de ma maison étalé sur mon nouveau comptoir en granit avec la légende « Enfin libre de dette ». La photo montrait clairement que la maison avait été achetée en espèces. Pas d'hypothèque, pas de privilège, juste mon nom sur un titre pour une propriété de 1,1 million d'euros. J'avais soigneusement recadré l'image pour montrer juste assez de la cuisine luxueuse et de la vue à travers les fenêtres pour qu'il soit clair que ce n'était pas une modeste première maison. À 15h08, Valérie a publié sa réponse, une photo d'elle et Cédric posant à côté de sa Ferrari rouge avec la légende « Enfin une montée en gamme ». Le timing était absolument parfait. Quiconque nous suivait tous les deux pouvait voir les publications consécutives et tirer ses propres conclusions sur qui passait réellement au niveau supérieur. Mon téléphone a explosé de notifications. Amis, membres de la famille et anciens collègues voulaient tous tout savoir sur la maison. Comment avais-je réussi à acheter une propriété aussi chère? Quand étais-je devenu assez riche pour faire des achats immobiliers en espèces? J'ai gardé mes réponses simples et cohérentes. De bons investissements et des années d'économie, répondais-je. Parfois, la patience paie. Mais je n'en avais pas fini avec ma stratégie sur les réseaux sociaux. Au cours de la semaine suivante, j'ai publié une série de photos soigneusement sélectionnées qui racontaient l'histoire de ma nouvelle vie sans me vanter explicitement. Une photo de mon installation de bureau à domicile avec 3 écrans haut de gamme et un équipement professionnel légendé, nouvel espace de travail pour le prochain chapitre. Une photo de ma BMW M3 dans mon garage pour 3 voitures, j'ai enfin la voiture de mes rêves. Une photo du coucher de soleil depuis ma terrasse de piscine surplombant les Monts d'Or, la maison est là où se trouve la paix. Une photo de mon dressing avec des tenues d'affaires soigneusement suspendues, mises à niveau de la garde-robe pour de nouvelles opportunités. Chaque publication a généré des dizaines de mentions j'aime et de commentaires. Les gens étaient sincèrement impressionnés et curieux de mon apparente transformation d'ingénieur logiciel ordinaire en investisseur prospère. Pendant ce temps, les publications de Valérie avec Cédric devenaient plus fréquentes et plus désespérées. Chaque jour apportait de nouvelles photos de restaurants coûteux, de virées shopping et de contenu lifestyle qui hurlaient « Regardez comme je m'en sors bien maintenant ». Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans ces photos. La Ferrari de Cédric apparaissait moins fréquemment. Et quand elle apparaissait, elle était toujours garée dans ce qui ressemblait au parking d'un complexe d'appartements plutôt que dans la tour de luxe dans laquelle il prétendait vivre. 3 semaines après notre rupture, mon ami Damien m'a envoyé une capture d'écran LinkedIn. Valérie avait mis à jour son statut relationnel en couple avec Cédric Weber, et publié sur les « nouveaux départs » et le fait de « passer au niveau supérieur dans la vie ». Curieux de connaître l'homme que Valérie avait choisi plutôt que moi,
j'ai décidé de faire quelques recherches. Le profil LinkedIn de Cédric était impressionnant au premier coup d'œil, directeur des relations clients dans l'agence de marketing de Valérie, avec des rôles précédents dans plusieurs entreprises différentes. Mais quand j'ai regardé de plus près, la chronologie était suspecte. Il était dans l'entreprise de Valérie depuis exactement 8 mois, ce qui signifiait qu'il avait commencé juste avant leur fête de fin d'année. Avant cela, il avait occupé une série de postes dans différentes entreprises, aucun ne durant plus de 18 mois. Sa section éducation était vague, études commerciales, sans institution spécifique ni date d'obtention du diplôme répertorié. Sa section réalisation mentionnait plusieurs entreprises commerciales et sorties réussies, mais ne fournissait aucun détail vérifiable. Une plongée plus profonde dans les archives publiques a révélé la vérité sur Cédric Weber. Il avait 41 ans et avait déposé le bilan 2 fois au cours de la dernière décennie. Une fois en 2014 et encore en 2019. Son adresse actuelle était répertoriée comme un complexe d'appartements à Vénissieux, une banlieue économique au sud de Lyon. La Ferrari, une location qui, sur la base de ses revenus documentés, consommait probablement au moins 40% de son salaire net. Le style de vie luxueux qu'il projetait sur les réseaux sociaux était probablement financé par des cartes de crédit et le type de levier financier qui l'avait déjà conduit à la faillite 2 fois. La maison au lac d'Annecy dont il s'était vanté lors de la fête? J'ai trouvé des annonces de location pour la même propriété sur Airbnb, suggérant qu'il l'avait simplement louée pour un week-end afin de maintenir son image. Cédric n'était pas un entrepreneur prospère. C'était un homme d'âge moyen avec des antécédents d'instabilité financière, louant des symboles de statut social qu'il ne pouvait pas se permettre pour impressionner des femmes comme Valérie. Mais j'ai gardé ces informations pour moi. Je n'avais pas besoin de l'exposer publiquement. La réalité ferait ce travail assez tôt. Début avril, environ 6 semaines après notre rupture, la Tribune de Lyon a publié un article de fond sur l'acquisition de l'entreprise de Julien par Techflow. L'article soulignait le secteur croissant de la technologie financière à Lyon et mentionnait plusieurs acteurs clés de l'accord, y compris l'investisseur de la première heure Nicolas Chêne, comme l'une des parties prenantes ayant bénéficié de manière significative de la vente. L'article ne précisait pas les montants exacts, mais quiconque comprenait les participations au capital pouvait calculer qu'une participation de 12% dans une transaction de 80 millions d'euros représentait beaucoup d'argent. Dans les heures qui ont suivi la mise en ligne de l'article, mon téléphone a commencé à sonner. De vieux amis voulaient me féliciter. D'anciens collègues voulaient des conseils en investissement. Et des parents éloignés se sont soudainement rappelés à quel point ils m'avaient toujours aimé. Les appels que j'ai ignorés étaient les 17 tentatives de Valérie utilisant différents numéros de téléphone tout au long de la journée. Quand je ne répondais pas, elle a commencé à envoyer des SMS depuis les téléphones de ses amis. Nicolas, il faut qu'on parle. J'ai vu l'article. Je ne savais pas que tu étais impliqué dans quelque chose d'aussi gros. S'il te plaît, rappelle-moi. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. J'ai bloqué chaque numéro à mesure que les messages arrivaient. 2 jours plus tard, Damien m'a envoyé une autre capture d'écran, cette fois des stories Instagram. Quelqu'un avait posté une vidéo d'une Ferrari rouge en train d'être saisie sur le parking d'un complexe d'appartements. La légende disait, quand tu loues ce que tu ne peux pas te permettre. J'ai reconnu le complexe d'appartements de la précédente publication de Valérie avec Cédric. La première tentative sérieuse de réconciliation a eu lieu ce week-end-là. Valérie avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon nouveau numéro de téléphone et a appelé pendant que je savourais un café sur ma terrasse de piscine surplombant les Monts d'Or. « Nicolas, Dieu merci tu as répondu », a-t-elle dit, la voix tremblante de soulagement. « J'essaie de te joindre depuis des jours. »« Qu'est-ce que tu veux, Valérie ?» J'ai fait une énorme erreur. Cédric n'était pas qui je pensais qu'il était. Il a menti sur tout, son argent, son succès commercial, même l'endroit où il vit. Il est fauché, Nicolas. La voiture a été saisie, et je viens de découvrir qu'il vit chez sa mère depuis sa dernière faillite. Et cela me concerne parce que j'avais tort sur tout. J'ai vu l'article sur ton investissement dans l'entreprise. Nicolas, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais impliqué dans quelque chose d'aussi important? Tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à être impressionné par la Ferrari louée de quelqu'un d'autre. Il y eut une longue pause. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus petite, plus vulnérable. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais nous étions bien ensemble, Nicolas. Nous avions quelque chose de réel.
Nous avions quelque chose de réel jusqu'à ce que tu décides de passer au niveau supérieur pour ce que tu pensais être une meilleure option. J'étais confuse. Je me suis laissé prendre par les apparences et le statut, et j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Tu as toujours été l'homme meilleur, Nicolas. Je ne pouvais tout simplement pas le voir. Le problème n'est pas que tu ne pouvais pas le voir, ai-je dit. Le problème est que tu ne le vois que maintenant parce que tu as découvert que j'ai de l'argent. Si cet article n'avait jamais été publié, tu serais toujours avec Cédric en pensant avoir fait un choix intelligent. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Et même si ça ne l'était pas, je ne peux plus te faire confiance. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as agi dans mon dos. Tu as posté sur le fait de passer au niveau supérieur par rapport à moi sur les réseaux sociaux. Pourquoi voudrais-je être avec quelqu'un qui voit les relations comme des transactions? Elle a commencé à pleurer. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas effacer, mais je t'aime, Nicolas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Non, tu aimais la sécurité que je procurais. Quand tu as pensé avoir trouvé quelqu'un qui pouvait t'offrir plus de sécurité, tu étais prête à me laisser derrière. Ce n'est pas de l'amour. C'est du calcul. Les gens font des erreurs. Les gens apprennent et grandissent. Ils le font. Et j'ai appris à ne pas faire confiance aux gens qui abandonnent les relations au moment où ils pensent avoir trouvé quelque chose de mieux. Après avoir raccroché, j'ai bloqué ce numéro aussi. Mais Valérie n'abandonnait pas. Au cours des 2 mois suivants, elle a essayé diverses approches. Elle s'est présentée à mon ancienne salle de sport, espérant me croiser, accidentellement. Elle a contacté des amis communs, leur demandant de dire du bien d'elle. Elle a même essayé d'envoyer une demande d'amis à ma sœur sur Facebook, espérant mettre les membres de la famille de son côté. Chaque tentative était plus désespérée que la précédente. Une nuit, elle a réussi d'une manière ou d'une autre à passer la barrière de sécurité de mon quartier et à frapper à ma porte d'entrée à 22 heures. Quand j'ai regardé par le Judas et que je l'ai vue debout en larmes, j'ai presque eu pitié d'elle, mais je n'ai pas ouvert la porte. La véritable validation est venue en septembre lorsque Forbes a publié son article annuel, 30 moins de 30 ans, pour la finance et l'investissement. Je n'avais plus tout à fait moins de 30 ans, mais ils m'ont inclus dans un article connexe sur les jeunes investisseurs qui avaient obtenu des rendements exceptionnels dans le boom technologique de Lyon. L'article incluait ma photo accompagnée d'un bref profil. Nicolas Chêne, 32 ans, ingénieur logiciel devenu investisseur providentiel, a obtenu un retour de 200 fois sur son investissement initial de 45 000 € dans Techflow Solutions lorsque l'entreprise a été acquise par Techflow Corporation plus tôt cette année. Chêne représente une nouvelle génération de professionnels de la technologie qui tirent parti de leur connaissance de l'industrie pour identifier des opportunités d'investissement prometteuses. Retour sur investissement de 200 fois. L'article ne donnait pas de chiffres exacts, mais quiconque ayant des compétences de base en mathématiques pouvait calculer que mes 45 000 € étaient devenus au moins 9 millions d'euros. L'article de Forbes a généré encore plus d'attention que l'article du journal économique local. Mon profil LinkedIn a été inondé de demandes de connexion d'investisseurs, d'entrepreneurs et de personnes cherchant des conseils. J'ai été invité à prendre la parole dans des clubs d'investissement et des événements de start-up. Plus important encore, j'ai commencé à recevoir des appels pour des opportunités d'investissement légitimes. Avoir un historique public d'investissement providentiel réussi a ouvert des portes à des transactions qui n'étaient pas disponibles pour les investisseurs particuliers ordinaires. Dans l'heure qui a suivi la mise en ligne de l'article de Forbes, Valérie avait de nouveau appelé mon nouveau numéro. « Nicolas, je viens de voir Forbes. Je suis tellement fier de toi. »« Qui est-ce » ai-je demandé, bien que j'ai reconnu sa voix immédiatement. « C'est moi, Valérie. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais je devais appeler. Tu es dans Forbes, Nicolas. C'est incroyable. Merci. J'ai toujours su que tu étais spécial. J'ai toujours cru que tu avais quelque chose d'exceptionnel en toi. Non, tu ne le croyais pas. Tu pensais que j'étais ennuyeux et que je manquais d'ambition. J'avais tort. J'avais tellement tort sur tout. Nicolas, j'ai eu 8 mois pour réfléchir à ce que j'ai gâché. Je n'ai été avec personne depuis Cédric. Je me suis concentré sur le travail et j'ai essayé de devenir une meilleure personne. Tant mieux pour toi. Je ne suis plus la même personne que j'étais quand nous étions ensemble. J'ai tellement appris sur ce qui compte vraiment dans la vie.
Ce n'est pas une question d'argent ou de symbole de statut. C'est trouver quelqu'un de loyal, d'honnête et de travailleur. Quelqu'un comme toi, Valérie. Tu dis cela parce que je suis maintenant assez riche pour répondre à tes normes. Si je gagnais encore mon salaire habituel et vivais dans notre vieil appartement, m'appellerais-tu? Silence. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle insisté, bien que sa voix manquât de conviction. Oui, je suis impressionné par ta réussite, mais ce n'est pas pour cela que je veux que tu reviennes. Je te veux de retour parce que tu es un homme bon, et j'étais trop stupide pour apprécier cela quand je t'avais. J'apprécie le sentiment, mais je ne suis pas intéressé. Que faudrait-il? Que pourrais-je faire pour prouver que j'ai changé? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Parce que le problème fondamental n'est pas de savoir si tu as changé. C'est que j'ai vu qui tu es vraiment quand tu penses avoir de meilleures options. Les gens grandissent, Nicolas. Les gens apprennent de leurs erreurs. Ils le font. Et j'ai appris à ne pas faire confiance aux gens qui traitent les relations comme des portefeuilles d'actions, cherchant toujours de meilleures opportunités pour passer au niveau supérieur. Elle a essayé de rappeler plusieurs fois au cours des jours suivants, mais j'avais déjà bloqué le numéro.